dentifrice. Récemment, la gomme à mâcher est parée de toutes les vertus. Elle serait même bonne pour la digestion, la concentration et aiderait à lutter contre le stress. Alors communication ou information, message publicitaire ou réelle vertu thérapeutique, c'est ce que nous avons cherché à savoir. Vous saurez tout sur l'histoire et la composition du chewing-gum avec cette découverte de la semaine, mystère et boule de gomme. C'est un reportage de Laïla Agoram. Une boîte de nuit à Paris, comme toujours, on y rigole, on y fait la fête, on y danse. Mais depuis 2 ans, on n'y fume plus. Une frustration pour certains, une aubaine pour d'autres. Bonjour Ambre. Cette femme travaille pour une marque de chewing-gum. Tout va bien? Oui, ça va. Alors, vous distribuez vos chewing-gums? Voilà. Son idée, remplacer les générations de fumeurs par des générations de mâcheurs. Parfait. C'est du marketing. Non, c'est parce que c'est bon. Une belle opportunité en tout cas depuis l'arrêt du tabac. Les ventes de chewing-gum ont augmenté de 30% à raison de 15 nouveaux produits par an. Cobalt, goût menthe frisson, l'étui noir est élégant, la présentation soignée. Il n'en faut pas plus pour toucher la cible des jeunes branchés. Voici leur nouvelle passion, mâchouillage et petites bulles en tout genre. En fin de soirée, ça permet de conclure. Qui est derrière cette pâte à mâcher? Comment a-t-elle envahi notre quotidien? Est-ce vraiment bon pour la santé? Enquête sur une mystérieuse boule de gomme. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire. En France, chaque minute qui passe, ce sont plus de 10 000 chewing-gums mâchés. Des. Je distribue les swings. Et il y en a pour tous les goûts. À la menthe, à la fraise pour les plus classiques, et même à la grenade. Ou encore à l'aloe vera. 95% sont sans sucre. Je l'achète pour ma femme, elle est enceinte de 8 mois, donc sinon on vit quoi. C'est du bien au niveau du stress. Généralement, c'est en fin de journée pour me faire plaisir. Ce plaisir nous vient tout droit des États-Unis. Le chewing-gum y est né à la fin du 19e siècle. Son inventeur, Thomas Adams. En France, il débarque avec les GIs. Nous sommes en 1944, c'est la libération. Après des années de privation, ce goût de fantaisie met du baume au cœur. La mode du chewing-gum est lancée. Alors un petit entrepreneur américain va installer la première usine de pâte à mâcher en région parisienne. Nous sommes en 1952, nom de son entreprise, Hollywood Chewing Gum. Prenez Hollywood Chewing Gum. Et ça détend. Ah! Cette précieuse friandise était réputée jusqu'ici pour développer surtout les muscles masséters. Ce fabricant ne va pas rester longtemps seul sur ce nouveau marché. Dans les années 60, l'américain Wrigley entre en lice et installe en Alsace la plus importante fabrique d'Europe. La guerre du chewing-gum est déclarée. À coup de messages publicitaires, Hollywood contre le Frident de Wrigley, cela représente aujourd'hui un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Avec quoi ces millions de tonnes de chewing-gum sont-elles fabriquées? Que nous fait-on mâcher depuis toutes ces années? Nous avons pris contact avec les 2 géants du secteur. Une seule marque a accepté d'ouvrir les portes de son usine. Nous arrivons avec le directeur général Europe, Armand Baudry. Notre visite va en dire long sur la culture du secret qui règne dans ce milieu.
Une seule journée nous est accordée. Au menu, présentation officielle de tous les produits. Discours convenu et explications sommaires. Mais voyez aussi sur ce schéma-là, en fait, la fabrication du chewing-gum, où vous allez voir, en fait, depuis le début, où on a un certain nombre d'ingrédients qui sont mixés entre eux. On va extruder, en fait, cette pâte de gomme. Petit tour ensuite dans la galerie des ancêtres. Alors, vous avez ici la famille Wrigley, William qui est le fondateur, qui est celui qui a eu l'intuition de ce que le chewing-gum pourrait devenir et qui a vraiment commencé à l'industrialiser. Alors, on va se mettre là. Mais pour tout ce qui concerne la fabrication même du chewing-gum, la visite va se faire au pas de charge, entouré de 5 cadres, dont la mission est de dire qu'ici, tout est formidable. L'opérateur qui est ici, dès qu'il voit un défaut visuel, va récupérer en fait la planche de gomme de façon à ce que quelque part, on puisse s'assurer que les produits sont à 100% sous contrôle. Dans cette usine, 35 000 tonnes de chewing-gum sont fabriquées par an. Sous toutes ses formes, en tablette, l'épaisseur est vérifiée au millimètre et en dragée dans ces drôles de machines à laver. Tous ces chewing-gums sont produits avec la même pâte. La voici. Mais problème, la fabrication de cette pâte qui a lieu avant le tapis roulant, nous ne pouvons pas la filmer. Interdiction formelle. Quelques conseils aussi pour orienter notre caméra. Or, cette pâte, c'est l'ingrédient principal, la base du chewing-gum. On appelle cela de la gomme base. Qu'est-ce que c'est la gomme base? La gomme base, en fait, c'est une recette spéciale, c'est une recette secrète qui est fabriquée également dans cette usine. Le secret, nous y voilà. Impossible ici de connaître précisément les ingrédients du chewing-gum jusqu'à la fin de la visite. Secret industriel. La nature même du chewing-gum en fait un produit assez remarquable du point de vue de sécurité. C'est à la fois très sûr et bénéfique. Alors pour savoir ce qu'est vraiment la gomme base, l'ingrédient principal du chewing-gum, il faut fouiller dans les archives du ministère de l'économie et exhumer cette liste. Y sont inscrites les substances utilisées pour la fabrication de la gomme base. Il y en a une centaine, quasiment toutes sont chimiques. L'acétate de polyvinyle, par exemple, se retrouve aussi dans les colles et les peintures. Le lithium, dans les piles. Lesquels de ces composants sont utilisés précisément? Y en a-t-il d'autres ne figurant pas sur cette liste? Difficile de le savoir, les laboratoires français indépendants ne sont pas outillés pour analyser la composition de la pâte à mâcher. Qu'en est-il du reste de la composition? Vous allez voir que les mystères du chewing-gum ne s'arrêtent pas là. Un autre ingrédient nous interpelle. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. On nous dit que l'on n'a jamais aussi mal. Voici le docteur Chevalier, médecin nutritionniste au CHU de Montpellier. Lui monte au créneau contre les additifs du chewing-gum. Aujourd'hui, il est l'invité de Service Public sur France Inter, l'émission d'Isabelle Giordano. Ce matin, dans Service Public, comme tous les matins, vous parlez aussi de certains chewing-gums considérés comme cancérigènes. Je dis que, par exemple, il y a du E320 qui est classé comme cancérigène possible. Et en fait, au niveau de la réglementation, si vous voulez, au lieu de l'interdire, on dit tiens, il faut diminuer les doses. Le 320, un antioxygène, en clair, un conservateur appelé aussi BHA, butyl hydroxyanisole. Il suffit d'aller sur le site du Centre international de recherche sur le cancer, qui appartient à l'OMS, pour s'apercevoir que le BHA est peut-être cancérogène pour l'homme. Pour le docteur Chevalier, il est inadmissible que ce genre d'additif se retrouve dans la bouche des enfants. Sur le plan scientifique, que sait-on de l'association de l'ensemble de ces additifs? On sait très peu de choses. Et pourtant, on trouve ça dans les chewing-gums de façon très courante. Chez Hollywood Chewing Gum, le numéro 1 en France, la question embarrasse jusqu'au directeur général qui renvoie la balle à ses collaborateurs. Est-ce que vous, par exemple, vous mettez du BHA dans les chewing-gums Hollywood?
C'est une question très pointue d'expert. Donc je ne sais pas y répondre objectivement. J'ai pensé que vous aviez vu notre directrice marketing qui était capable de vous répondre de manière très concrète sur le sujet. Vous dire si on met du BHA, je ne peux pas y répondre, je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est pourtant inscrit sur les emballages. Et même si Jean Torchia n'est pas scientifique, il est le premier responsable de l'entreprise en France. La directrice de la communication va vérifier au dos des paquets. Décidément ici, le BHA connaît pas. Quelques jours après cet entretien, nous recevrons un courrier du service recherche et développement. Il nous précise que le groupe n'utilise que des ingrédients et des additifs approuvés, et ce, strictement dans les quantités autorisées. Le BHA et le BHT peuvent être utilisés lors de la fabrication du chewing-gum à faible dose. Alors, malgré tous ces produits chimiques, existe-t-il de bonnes raisons pour continuer à mâcher des chewing-gums? En Suisse, au cœur des Alpes, en pleine nature, la pâte à mâcher est en train de redorer son blason. Après avoir été longtemps considérée comme vulgaire, la bête noire des professeurs entre maintenant en toute légitimité dans l'école. C'est même le nouvel allié de Gerhard Baumgartner, le directeur du collège de Beckenried. Ici, c'est la classe Stadler au cours de maths et le chewing-gum est autorisé. Allez, une question. Qui a du chewing-gum dans la bouche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon. D'habitude, moi aussi, j'ai du chewing-gum dans la bouche, mais pas là. J'en mâche en classe. Quand je mâche et que je travaille sur une matière difficile, avec un chewing-gum, ça devient plus facile. Dans quel cours as-tu besoin d'un chewing-gum? En allemand et en mathématiques. Et pourquoi en allemand et en mathématiques? Parce que je suis pas très bon dans ces matières. Ici, en effet, depuis 2 ans, une expérience inédite est menée. Le chewing-gum améliorerait les résultats scolaires. Mâcher faciliterait la concentration. Même les professeurs en sont persuadés. J'ai suivi une formation, ça s'appelle de la gymnastique du cerveau. Pendant cette formation, nous avons fait des exercices. J'ai appris que c'était bon de mâcher du chewing-gum. J'ai aussi entendu que c'était bon de bailler. Et qu'il fallait boire de l'eau régulièrement. Quand je suis revenu dans ma classe, j'ai mis tout ça en application. Ce matin-là, le directeur nous entraîne au conseil de classe. Il va profiter de ce moment pour dresser un premier bilan de l'expérience avec les représentants des élèves. Si le chewing-gum vous aide à mieux vous concentrer, mettez le pouce vers le haut. Si vous ne savez pas comme ça, et si pas du tout, vers le bas. Les filles sont un peu partagées, mais chez les garçons, c'est un plébiscite. Le chewing-gum l'emporte haut la main. Quand on mâche du chewing-gum, le sang circule mieux dans la tête et le cerveau est mieux oxygéné. Du coup, on se concentre mieux. Très bien. Profs et élèves ont l'air convaincus. Le collège de Beckenried vit dans sa bulle et le directeur est persuadé d'avoir fait la trouvaille du siècle. C'est une étude sérieuse. J'ai lu dans un hebdomadaire allemand qu'une université anglaise à Northumbria avait démontré que le chewing-gum augmentait la concentration de près de 35%. Problème, cette étude a été conduite par un certain Androuskoli, un chercheur sérieux, mais pas très indépendant. Après vérification, nous avons constaté qu'il est aussi membre de l'institut de recherche Wrigley, la fameuse marque de chewing-gum. Difficile d'être jugé parti. D'ailleurs, l'étude a été réalisée avec du chewing-gum fourni par la marque.
Vous savez que cette étude a été financée par les fabricants de chewing-gum? Non, je ne le savais pas. Est-ce que vous pensez que c'est un problème? Oui, je pense que ça pose un problème si c'est le producteur qui finance l'étude. Pourquoi? Parce qu'il peut faire dire à l'étude ce qu'il veut.